Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Notre invité ce midi est habitué à commenter la politique et l'actualité d'une manière générale. Depuis cette semaine, il le fait sur sa propre chaîne de télé, une chaîne qu'il a lancée sur Internet. Le philosophe canet Michel Onfray, notre invité ce midi. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également diffusés sur Facebook, je précise, pour des commentaires de nos internautes. Chenu est avec nous. Bonjour Chenu. Bonsoir Franck. C'est un moment historique à regarder. Alors la radio, ça a été un moyen fantastique d'entrer en résistance, mais il va falloir maintenant se mettre à la page. Maintenant, c'est la web télé, on pourra dire ici quand. Voilà, on va en parler justement. Et ici les Normands du moins, puisque vous revendiquez votre appartenance à cette grande région qu'est la Normandie. On va parler de cette actualité, le lancement de cette web TV. Vous en aviez ras-le-bol du culte de la petite phrase et du sniper prêt à tout pour faire le buzz. Je vous laisse la parole dans un instant, mais on va voir justement ce que ça donne. Le lancement de cette web TV, c'était il y a quelques jours. Puis, Pas du tout. Pour le média, votre média du moins. Non, je produis pas des livres pour aller à la télévision ou à la radio. Je produis des livres parce que je défends des idées, je crois à des idées. Et puis accessoirement, on m'invite ou on m'invite pas. Mais j'ai fait une trentaine de livres pour lesquels on m'a jamais invité. Les livres publiés chez Galilée, je continue à les publier chez Galilée. Non, moi je n'écris pas pour passer à la télévision, il n'y a pas de problème. Pourtant, vous avez vu beaucoup à la télévision, vous avez beaucoup entendu sur les antennes de radio, et c'est un peu pour ça que vous avez un peu ras-le-bol, d'être la victime, d'être dénigré, comme vous le dites, dans certaines émissions grand public. C'est pour ça que vous avez créé votre canal sur le net. Ça coûte cher la télévision, donc il faut que ce soit rentable. Ça n'existe pas, le bénévolat, la générosité, la grandeur d'âme et ce genre de choses. Donc si vous voulez avoir de l'argent, il faut un maximum de gens devant le petit écran. Il faut donc tenir les gens devant le petit écran. Et on ne tient pas les gens avec de l'intelligence, de la raison, du raisonnement, de la démonstration. On les tient avec des petites phrases, avec des vacheries, avec des saloperies, avec des comiques, avec des guignols, avec tous ces gens qui vous poussent à la faute, qui essaient de vous envoyer au fossé, parce qu'après, on ne va garder que la petite phrase. Et puis finalement, on va réduire votre intervention à juste une petite phrase sur laquelle on va faire de la polémique. Et en fait, vous aurez pensé 3 secondes que vous aurez pu faire avancer quelques idées. Et ça n'aura pas marché. Donc cette télévision, elle est faite justement pour qu'on puisse prendre le temps. Je dis pas, c'est pas un pluriel de majesté, mais parce qu'on est une vingtaine, ce sont les amis de l'université populaire qui s'y trouvent, et on prend le temps de dire les choses. Alors, elle est disponible sur la page michelonfray.com. Certains disent, voilà, c'est Michel Onfray qui se met en scène. On y trouve un résumé, même tous ses cours, d'ailleurs, de l'université populaire qu'il a créé en 2002. On trouve toutes les vidéos de ses passages dans les médias. Il se met en scène. Vous savez que ces critiques, vous les avez entendues depuis le lancement de cette télévision, votre télévision sur Internet. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs ? Je les invite juste à se connecter pour pouvoir parler et dire des choses justes, pour éviter la calomnie, le mensonge et les trucs habituels. Il y a 20 personnes sur cette télé. 20 personnes. Les gens qui font des médias tout à leur gloire, ils invitent pas 20 personnes. Ils passent pas les cours de 20 personnes. Ils ne donnent pas des tribunes à une vingtaine de personnes. Donc les gens qui disent ça font la démonstration qu'ils sont pas allés voir. Ils sont même pas allés cliquer pour voir comment ça fonctionnait, puisque depuis une dizaine d'années, on filme le cours d'un certain nombre d'intervenants et ces cours-là sont désormais en ligne sur ce média. On découvre justement quelques tweets, vous connaissez, 4 € par mois ou 40 € par an, trop cher pour ce bavard. Je rappelle quelques commentaires qui sont apparus sur la toile juste après le lancement de cette web TV. Il est très très bon pour la critique de ses collègues philosophes passés et contemporains, mais beaucoup moins enclin à l'autocritique, ou alors ce philosophe de comptoir ne dépasse rien d'autre que lui-même. C'est tout ce que vous avez choisi là. Non, c'est pas d'autre chose. Alors, comme vous n'avez pas regardé la web TV, vous n'avez pas non plus fait le travail qui consiste à dire que c'est 10 centimes d'euros par jour. C'est beaucoup, 10 centimes. Quand les gens achètent des bêtises, achètent achètent de quoi traquer le Pokémon ou fument des cigarettes, roulent en trottinette, puisque ça aussi fait polémique. C'est quoi? Ça doit être 300 € une trottinette. Regardez combien de trottinettes ça fait, tout ça, de demi-trottinettes ou de morceaux de trottinettes. Donc oui, on peut effectivement faire cette remarque-là, mais vous voyez bien que ce bavard, etc., on est dans l'insulte ou la quasi-insulte ou dans le mépris. Moi, je suis pas tout seul dans cette affaire. Vous savez, un truc comme ça, c'est lourd. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent dans une boîte de production, et ces gens-là, il faut les payer. Moi, je travaille toujours bénévolement. Je sais pas ce que font ces gens, mais je travaille toujours bénévolement. C'est toujours gratuit. Je suis pas payé pour faire ça. Je suis pas payé pour faire des plateaux télé, même si je contribue à vos audiences, et je le sais. Je suis pas payé pour plein de choses. C'est-à-dire, sur 10 conférences faites, il y en a à peu près une qui est payante. Les autres sont gratuites.
Ça fait 15 ans que je fais l'université populaire gratuitement, bénévolement. Justement, parlons de mais ça, jamais l'université populaire. on ne retient jamais les tweets disant la gratuité, le bénévolat, c'est extraordinaire. Le jour où il y a un travail d'équipe et où on demande 10 centimes d'euros par jour pour justifier le travail des gens... Est-ce que ça aurait pu être gratuit, justement? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Complètement gratuit. Mais oui, votre télévision, elle est payante. Les gens qui la regardent, ils payent une redevance. C'est combien la redevance? Donc c'est normal de payer 40 centimes. Moi, j'ai demandé à ce que ce soit gratuit. On m'a dit, mais nous, on peut pas travailler gratuitement. Toi, tu peux travailler gratuitement. Mais il y a une dizaine de personnes qui rendent la chose possible. Je ne peux pas demander à ces gens-là de travailler gratuitement. Sinon, sinon les mêmes auraient fait des trucs en disant que j'étais un esclavagiste et que j'imposais le travail gratuit pour le culte de ma propre personne, etc. Est-ce que vous contrôlez tout ce qui passe justement sur la web TV de Michel Onfray? Parce qu'il y a une boîte de production parisienne qui vous diffuse, qui a un regard sur le produit. Non, pas un regard sur le produit. Ce sont des gens qui travaillent sur ce que j'envoie. Ils me disent pas c'est bien, c'est pas bien, faut dire ceci ou faut dire cela. Simplement, il y a un moment donné où il faut des caméras, où il faut des éclairages, où il faut du maquillage, où il faut de l'électricité, où il faut un ordinateur pour envoyer tout ça. On a tout ça à Paris qui arrive sur le bureau de gens qui travaillent ça, non pas pour travailler le contenu idéologique, mais pour faire de telle sorte qu'entre le moment où on attend le démarrage de l'émission puis le moment où ça démarre, il faut couper, tailler, monter, etc. Si vous c'est pas votre travail, c'est pas ce qui se passe. C'est le travail de gens dont c'est la profession. Et c'est une équipe parisienne et je ne peux pas demander à ces gens-là de travailler bénévolement et gratuitement. Et si les gens trouvent que je suis bavard, ils n'ont pas besoin d'aller s'occuper de ce média. Il y en a qui vous aiment bien, Michel Onfray. Oui, non, mais c'est pas ceux-là que vous avez choisi. Vous me demandez de choisir le commentaire des gens qui ne m'aiment pas. Donc, je vous dis qu'ils peuvent faire autre chose. Débat et d'échange. 10 centimes d'euros par jour de notre civilisation. Si vous pensez vraiment, ça fait 2 ou 3 médias que je fais. La première question, c'est un média tout à votre honneur, tout à votre gloire. C'est en gros le complexe de la Corée du Nord. Et puis le deuxième commentaire, c'est mais dites donc, c'est payant quand même. 4 euros, c'est beaucoup. C'est même, je vous dis, 40 euros dans une année si vous prenez un abonnement. C'est même pas 4 euros par mois si vous le prenez sur l'année. 10 centimes par jour. Si vous pensez que l'actualité de cet événement, c'est de me faire dire qu'effectivement je suis une espèce de clone de Kim Il-sung et que ce qui m'intéresse, c'est uniquement de me mettre en évidence et de faire surtout beaucoup d'argent avec ça, on est mal parti. Alors, on va parler des cours de votre université populaire, université que vous avez créée en 2002 suite à la qualification, on le sait, du Front National au second tour de la présidentielle. Chaque semaine, ce sont des centaines de personnes qui vous suivez au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair. Il y a une pause qui va s'opérer là pendant quelques mois. Il y aura une grande séance de rattrapage, après ce qu'on a entendu dire, en juillet prochain, ça sera au Zénith de Caen? Non, c'est pas une pause. On m'a gentiment fait savoir que là où je faisais mes cours, je n'étais plus bienvenu. On m'a demandé là aussi de payer. Pour le coup, c'était pas 10 centimes d'euros par jour, mais c'était 25 000 euros par an. Et il fallait que je trouve 25 000 euros à donner pour pouvoir travailler gratuitement. Ces gens-là n'ont pas considéré que je pouvais, puisque je travaillais gratuitement, être hébergé. Donc quand on m'a dit, vous faisiez 21 séances, on pourra plus, il faudra réduire la voilure. Cette année, on me proposait dans cet endroit d'en faire 5. Donc effectivement, je me suis dit, si on veut me tuer, on peut pas mieux faire. Est-ce que je me suicide ou est-ce qu'on trouve autre chose? Et avec Joël Bruno, qui a entendu parler de cette affaire, moi j'ai dit, j'arrête. Le maire de Caen, si vraiment je suis si peu désiré, c'est pas un problème. Je suis désiré partout. Il y a plein d'endroits où je peux faire cette université populaire. Et on me donnera, il y aura des ponts d'or à Bordeaux, chez mon ami Denis Mola, ou ce genre de choses. On me disait, venez une semaine, on va faire ça. Je le disais, il y aura une grande université populaire en juillet de l'année prochaine. Et c'est pas une séance de rattrapage, c'est juste pour expliquer que quand on est gentiment poussé à la porte, il y a juste des gens qui vous disent non, ce serait très bien pour la Normandie que ça continue, notamment Joël Bruno, et on a trouvé une formule particulière puisque je vais tout faire sur une semaine. Il va y avoir deux séances par jour. 28 heures, je crois, de cours en continu. Oui, voilà, il y aura sur une semaine, 14 juillet compris, des cours entre, je sais plus exactement, 11h et 13h, et puis je crois 18h, 20h. Et ça durera du lundi au dimanche, et ce 2 fois par jour. Je te laisse, je vais à l'UP. Oui. Charlotte Corday, elle a raison. Écoutez. Donc c'est pas une séance de rattrapage, c'est juste le fait qu'on a été obligé de trouver une autre formule. Il y a 1000 personnes à chacun de mes cours. Les lieux sont pas divers et multiples sur Caen qui peuvent accueillir 1000 personnes d'un coup. Donc avec Serge Langeois, on a trouvé cette formule, avec le maire de Caen aussi, et puis avec Hervé Morin qui souhaiterait pour le coup donner une autre dimension à l'université populaire. On va parler de Normandie dans un instant, si vous voulez bien. Nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle. Vous ne serez pas candidat. Certains vous l'avaient demandé en 2002.
vous aviez même passé ce que vous appelez un examen de passage avec des gens de mouvance de parti de gauche, c'est ça? Ça s'est pas produit, justement. Vous n'avez pas été sollicité pour 2017? Ben non, je n'ai pas le culte de ma personnalité à ce point. Donc, effectivement, j'ai le culte des idées, des pensées. Je pensais que je n'étais pas capable de faire ce genre de choses, donc j'y suis pas allé. J'aurais pu flatter mon ego, comme quelques-uns auraient pu l'imaginer. Mais simplement, j'avais pas envie de rentrer dans cette arène où faire de la politique pour aller au présidentiel, c'est faire le guignol quand on n'est pas susceptible d'être élu. Et puis quand on est susceptible d'être élu, c'est faire de la surenchère et mentir. Donc j'avais pas envie de jouer le guignol. Mais est-ce qu'on vous verra justement apparaître d'une manière ou d'une autre dans des commentaires de cette campagne présidentielle, dans les médias peut-être? Est-ce que vous continuerez à véhiculer cette idée qu'il ne faut pas aller voter? Je véhicule pas l'idée qu'il faut pas aller voter, je dis que je n'irai pas voter. Donc après, les gens, ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent, mais ceux qui ne votent pas actuellement, ils se sont pas dit, je vais écouter Michel Onfray puis faire comme lui. Et les abstentionnistes aujourd'hui sont majoritaires, je vous ferai remarquer. On ne le dit jamais dans les élections, parce que chacun fait malin en disant j'ai gagné, l'autre dit je n'ai pas perdu, comme etc. Mais les soirs d'élection, il y a toujours un chiffre qui est essentiel, c'est le chiffre des gens qui ont voté blanc ou nul, voire le chiffre des gens qui ne se sont pas déplacés. Et ça, c'est majeur. Je fais partie désormais, effectivement, de ces gens qui pensent que de toute façon, c'est une palinodie de démocratie que cette élection, où on sait très bien qu'au bout du compte, on fait semblant. Vous dites, en fait, on va changer le président, mais on va pas changer de politique. Voilà. Donc moi, je prends le pari. Réinvitez-moi après les élections, vous verrez, la personne qui se trouvera élue président de la République défendra exactement les mêmes options de politique étrangère, de politique internationale, de politique intérieure, l'euro, l'Europe, le marché, le libéralisme, etc. Et on se sera fait peur en estimant que peut-être Marine Le Pen pourrait être élue, puis on aura quoi? On aura Juppé, elle vous fait peur, Marine Hollande, Le Pen? Mais Marine Le Pen, elle a dit beaucoup de bien d'Alexis Tsipras, par exemple, et Mélenchon aussi. Et personne n'a dit, tiens, regardons ce qui est devenu Tsipras avec Syriza en Grèce. C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? C'est fort en gueule qui nous disait on va faire plier tout le monde et qui nous disait moi, vous avez vu, je suis sans cravate et quand il s'agit d'aller prêter serment, je ne prête pas serment sur la Bible. On a dit oh la gauche elle est extraordinaire. Et puis quand il a fallu négocier, ça a donné quoi? Aujourd'hui, c'est un toutou. Tsipras, c'est un toutou. Ils ont renoncé. Alors ça suffisait pas. Est-ce qu'il faut avoir peur du Front National? Non, les gens qui nous disent que le Front National c'est le fascisme, c'est Vichy, sont des gens insultants pour le nazisme. S'ils estiment effectivement que Marine Le Pen c'est le nazisme, alors ça veut dire que 6 millions de morts c'est pas très grave. Marine Le Pen c'est pas Hitler du tout. C'est ça. Ben oui, il faut arrêter. Faut raison garder. Je veux dire, c'est pas Pétain, c'est pas Vichy. Pétain c'est quoi? C'est quelqu'un qui demande que les Juifs aillent dans des trains pour aller dans les chambres à gaz. Si on pense que Marine Le Pen c'est ça, ça veut dire que les chambres à gaz c'est pas très grave. Moi, j'estime que c'est majeur, les chambres à gaz. Ça veut dire que si c'est majeur, on n'utilise pas les chambres à gaz, on instrumentalise pas. Vous comprenez que ça peut choquer les gens qui vous ont suivi, qui vous connaissent depuis plusieurs années, qui vous entendent dire que c'est pas normal que le Front National n'ait pas d'élus, alors qu'il représente 30%. Mais pourquoi nous choquer de ça? Je trouve ça sidérant. On ne veut pas de démocratie chez nous. On nous dit il y a 30% des gens, mais ces 30% on les met à la poubelle. Et on nous dit ça s'appelle la démocratie. Je dis non, ce n'est pas la démocratie. Moi, je suis pour la proportionnelle intégrale. Ça veut dire effectivement que les gens votent, et puis après, on les met là où ils sont. On attendait peut-être plus de vous de combattre le Front National, de le critiquer. Vous l'avez dit tout à l'heure. 30% des gens devraient être mieux représentés si le vote est fait. En 2002, j'ai créé l'Université populaire pour lutter contre les idées du Front National. Ça, personne ne le dit. Jamais nous on lit. Ouais, mais Libération, quand ils font des unes sur mon compte ou Le Monde, ces gens-là sont jamais venus à l'Université populaire pour expliquer ce qu'on y faisait, mes amis et moi. Personne n'a dit, ça fait 15 ans que ce type-là, il a créé bénévolement un truc pour lutter contre les idées du Front National. Quand je dis juste quelque chose qui est de bon sens, de bon sens. C'est-à-dire, les gens votent et on leur dit votre vote, on n'en a rien à faire. Vous avez voté contre le traité européen, eh bien, vous êtes contre, vous l'aurez quand même. Ça, vous appelez ça la démocratie? Vous voudriez que je défende ça? Et moi, je suis pas un électeur du Front National, je suis pas un sympathisant du Front National. Je dis juste que quand la misère prend cette forme-là et que on dit à ces gens qui votent pour le Front National qu'ils sont vichistes, pétinistes, fascistes, nazis, etc. Je dis mais c'est n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Maintenant, moi, ce que je dis, alors on attend de vous. Ça choque les imbéciles, parce que si les gens qui créent, ça choque les gens qui font tout ce qu'il faut pour que Marine Le Pen soit à 30%. Tous ces gens qui disent ça de moi sont des gens qui n'ont pas voulu comprendre que quand Mitterrand arrive au pouvoir, Le Pen est à moins d'1%. Avec l'exercice du pouvoir par la gauche et la droite, on se retrouve aujourd'hui avec Marine Le Pen à 30%. Et c'est moi qui suis coupable de dire qu'il faudrait que ces électeurs soient représentés et non pas ces gens qui ont rendu possible la montée du Front National. Soyons sérieux. On va revenir sur quelques événements qui sont produits et
que l'on a relayé cette semaine dans nos journaux en Normandie, avec notamment cette messe célébrée par le pape en hommage au père Hamel, ce prêtre de 85 ans assassiné le 26 juillet dernier dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le pape François qui a qualifié de satanique cet acte terroriste perpétré par 2 adolescents qui avaient fait allégeance à Daesh. Sans prendre un prêtre, est-ce que pour vous, comme pour beaucoup, c'est le summum de la cruauté ? Il n'y a pas des concours de cruauté pour savoir quel est le summum et quelle est la cruauté la plus acceptable. Écraser un enfant dans une poussette avec un camion sur la promenade des Anglais, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Vous vous rendez compte des questions que vous posez? C'est terrible. Donc il n'y a pas pour moi des summums. C'est parce que c'est les politiques et une partie de l'opinion publique se sont dit c'est pas possible de s'attaquer à un prêtre dans son église. Oui, enfin l'opinion publique elle est ce qu'elle est, et les politiques ils sont ce qu'ils sont. Moi je fais mon travail de philosophe et mon travail n'est pas de faire un podium en disant sur la plus haute marche il y a le père Hamel parce que c'était un curé. Non, c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. Ça fait partie effectivement de ce qui advient. Je pense simplement que le pape se trompe en estimant que c'est Satan qui a fait la chose. Quand le père Hamel dit, la chose a été rapportée par les survivants, par les religieuses qui ont assisté à tout ça, va-t'en Satan, dit-il, et que le pape s'en vient dire que c'est satanique. Si c'est satanique, c'est pas politique. C'est très bien, c'est Satan. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est Satan qui a fait le coup. Moi, je lui dis, mais attendez, c'est pas Satan qui a fait le coup. On en est arrivé là. Pourquoi? D'où ça vient, ça? Que des paumés, des gamins, et si peu de choses dans le cerveau, sont des produits de l'école prétendument républicaine aussi, tout ça, viennent penser 30 secondes qu'en égorgeant un prêtre, ils auront fait avancer la cause de l'islam et qu'éventuellement Mahomet va les accueillir les bras ouverts au paradis. Qu'est-ce qu'on a comme responsabilité là-dedans, nous, pour Est-ce que vous attisez justement certains, on parle des politiques, d'attiser et de vouloir relancer cette guerre des religions? On a entendu certaines déclarations au lendemain de ce drame de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ah oui, je dis simplement que si on fait son travail de philosophe et pas d'opinion publique et etc., mais on se demande comment en est-on arrivé là? Et tous ces gens qui font de la politique aujourd'hui et qui veulent être président de la République sont quand même tous des gens qui, depuis des années, nous disent il faut bombarder l'Afghanistan, il faut bombarder la Libye, il faut bombarder l'Irak, il faut bombarder le Mali. Et on bombarde tous ces pays, on détruit ces pays. Les gens qui sont dans ces pays arrivent massivement chez nous, sur le territoire français, et puis on s'en vient dire accueillons-les, mais finalement mettons tout ça dans les campagnes. Et puis, mais le problème, il est que si on veut tarir couper le robinet, il faut arrêter cette politique étrangère. Que ces gens qui se présentent aujourd'hui, on voit ce qui se passe aussi chez nous, Michel Onfray. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions au même moment. Dans les allées de la foire de l'Essai, et le spectacle en fait que l'on avait sous les yeux, c'était un ballet de forces de l'ordre, de gendarmes, les plus armés les uns que les autres, avec des mitraillettes autour justement de ces stands. Est-ce qu'il faut avoir peur du terrorisme justement? Vous avez eu peur. Et tout le monde a peur. Et tout le monde a peur quand on a peur aussi parce qu'on voit des images comme celle-là. Mais parce qu'on sait très bien quelque chose. Et la menace d'attentat, elle est imminente. Évidemment, c'est fait pour nous faire peur. Et quiconque dit qu'il n'a pas peur est un menteur. Tout le monde a peur quand on prend l'avion, quand on prend le train. Mais est-ce que cette peur est bien réelle? Pardon? Selon vous, est-ce que cette peur est bien réelle? Quand vous avez peur? Évidemment, mais je dis que quelqu'un qui nous dirait qu'il n'a pas peur est un menteur. Quand on sait que le terrorisme frappe partout, dans les trains, dans les églises, dans les villages, en province, dans les manifestations festives comme à Nice, partout, on se dit il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas ici. Moi, je sais le nombre de gens qui sont fichés S ici à Caen et autour de Caen. Il y a des gens qui sont ici et qui se sont déjà illustrés, des gens qui à Rouen sont des gens majeurs dans le recrutement pour le djihadisme en Syrie. Donc on sait très bien qu'il y a en Syrie, en Irak, on sait très bien qu'il y a des potentialités, y compris ici à Caen. Donc ça fait partie du jeu. Moi, je sais bien qu'à chaque fois que je fais une conférence à l'Université populaire, ça peut arriver. Vous avez déjà eu des menaces, justement? Ça fait longtemps. Moi, je n'ai pas attendu que le train arrive. Je l'ai pas pris comme ça en marge. J'ai écrit le traité d'athéologie il y a une dizaine d'années, je crois. Et il y a une dizaine d'années, je disais déjà des choses qui m'ont valu à l'époque des menaces de mort. Donc les menaces de mort, ça fait partie de la vie quand on est engagé, qu'on dit des choses claires et clivantes. Alors on va parler de la Normandie puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes un militant de la Normandie. La Normandie qui est réunifiée depuis 8 mois maintenant. Et à la tête de la Normandie, on trouve Hervé Morin. Est-ce que le chemin, si j'ose dire, qui est pris depuis le 1er janvier, va dans le bon sens ?
Moi, je connais pas le détail des dossiers. Ce que je peux vous dire, à partir de mon expérience personnelle, c'est que l'ancienne présidence de gauche avait mis à la poubelle un certain nombre de projets que je leur avais donnés. J'avais fait 8 projets pour la Normandie, que j'avais donné à l'époque à Laurent Beauvais, et ces 8 projets ont été mis à la poubelle. Donc aucun n'a été utilisé, et j'avais des projets pour Argentan, j'avais des projets de spectacle pour Argentan, il y a eu très longtemps des projets même pour la Maison Fernand Léger, j'ai eu des projets pour un spectacle sur l'histoire d'Argentan, l'histoire de l'Orne, l'histoire de la Normandie, au pâture à Argentan, etc. J'ai eu un projet de rapatrier l'Université populaire du Goût à Caen, etc. À chaque fois, la gauche m'a dit non. Est-ce que la Normandie est sur de bons rails? Parce que c'est ce que dit justement le président de région. Je réponds que quand Hervé Morin est arrivé au pouvoir, il m'a dit, écoutez, vous êtes important pour la renommée de la Normandie en dehors de la Normandie. À chaque fois qu'effectivement je fais des conférences au Japon, en Inde, en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Amérique du Nord, il est question de Caen, de l'Université populaire de Caen, de ce qu'est Caen, etc. Et pour une fois, on sort de Caen et les plages de débarquement. Mais quand vous allez à l'extérieur, justement, on vous parle de Normandie réunifiée, on a compris qu'il n'y avait plus qu'une seule grande région. Non, on me parle de l'Université populaire de Caen. C'est ça, oui. Et donc, je dis, mais si on peut parler de Caen pour autre chose que pour les plages du débarquement, c'est très bien qu'on parle des plages du débarquement, mais c'est du passé. Et on est dans, pour le coup, le mémoriel. Et on vit sur le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent de la Normandie et éventuellement le futur. Et quand Hervé Morin dit, mais vos projets nous intéressent, on va vous aider à les réaliser, je dis que moi, en ce qui me concerne, oui, effectivement, ça me change la vie, parce que il y a quelques mois, il était presque question de mettre la clé sous la porte de l'Université populaire, et là, on est parti pour un projet beaucoup de... Il vous a proposé de financer en partie l'Université populaire, de vous accompagner? Oui, on a le projet à Caen d'une Université populaire en dur, dans un bâtiment où on va pouvoir faire un lieu qui puisse fédérer et puis qui puisse permettre de rencontrer des gens et de faire se rencontrer des gens avec un restaurant, avec un café, avec une salle d'exposition, avec une maison d'édition où nous éditerons ou rééditerons des textes sur la Normandie ou concernant la Normandie. Et effectivement, Hervé Morin m'a dit, j'aimerais que ce soit un événement qui soit susceptible d'être international. On va donc créer une université populaire internationale avec un certain nombre de projets. Je suis en relation avec Antoine Sfer. Il souhaiterait que ce soit la saison prochaine 2018, oui. Vous parliez du mémorial il y a quelques instants. Il y a une information qui a fait la une des journaux régionaux. C'est cette histoire de Pokémon au mémorial de Caen. Les Pokémon, ce sont ces petites bêtes virtuelles que l'on chasse avec son téléphone portable. Vous y jouez? Non. J'imagine que non. Est-ce que ça vous choque de voir des visiteurs en train de chercher des Pokémon dans le mémorial? Ça me désole surtout. C'est pas que enfin oui, sur le mémorial, oui, mais là pour le coup, je sais pas trop comment les choses sont programmées, qui fait quoi et qui met ces bestioles-là. En fait, il y a un éditeur dans tel ou tel endroit. Est-ce que c'est fait sciemment? Je ne sais pas. Est-ce que par exemple à Verdun, là où il y a eu ces fameuses bestioles, là, est-ce que ça a été décidé par des personnes qui ont décidé des programmes? Je n'en sais rien, je sais pas. Mais je suis intervenu récemment sur cette question de l'infantilisation de la société. Le jeu, c'est bien pour les enfants. Et quand je vois des enfants courir après les Pokémon dans Caen, pourquoi pas? Mais je suis un peu plus sidéré de voir des adultes en bande, en meute, en groupe, qui viennent, qui circulent et qui sont là en train de chasser le Pokémon. Ça renseigne un petit peu sur ce qu'a produit. Il y a des endroits, en fait, où on ne devrait pas jouer aux Pokémon, comme... par exemple, le hall du mémorial de Caen, par exemple. Votre domicile, par exemple, ce serait bien que les gens ne rentrent pas chez vous. Donc il y a effectivement. Là, c'est un lieu public pour le cas. Oui, d'accord. Il y a des endroits où effectivement on pourrait imaginer que l'histoire étant passée par là, mais comme on n'a plus le sens de l'histoire, il y a effectivement des lieux à respecter, les cimetières, un endroit où effectivement des gens sont morts, par exemple pour la France. Enfin, Verdun, ça me semble obscène que ça puisse avoir lieu. Le mémorial aussi, je trouve. Mais ce serait la même chose si c'était dans le centre d'une église. S'il y avait des Pokémon à aller chercher dans le cœur d'une église, l'athée que je suis dit que je ne trouverais évidemment pas ça normal. Mais c'est pas un jeu qu'on doit interdire, quoi. Oh non, c'est pas mon genre d'interdire. Hein. C'est pas mon genre. Non, mais donc mon genre, c'est d'analyser, de réfléchir, éventuellement de fustiger, mais sûrement pas d'interdire. Sûrement pas d'interdire. Non, je ne vais pas interdire ça, bien sûr. Vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs près d'Argentan. Votre père était ouvrier agricole. Hein. C'était l'ouverture du Salon international de l'élevage. Fait atteint. Le mien, c'est qu'il puisse y avoir un média libre, autonome, indépendant, dans lequel j'inviterai d'autres personnes que moi. Merci Michel Onfray. On arrive à la fin de ce numéro de Dimanche en politique.